Il pensait pouvoir me tromper sans conséquence. Il s'est lourdement trompé. Au début, je n'ai rien dit, même quand mon ex a commencé à dormir avec son téléphone dans la poche. Bizarre, non? Mais je me suis tu jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'il me cachait quelque chose. Il ne sortait même plus son téléphone devant moi. Mon instinct me criait qu'il se passait un truc louche. Un soir, son téléphone est tombé de son pantalon alors qu'il dormait. J'allais simplement le mettre à charger, mais l'écran s'est allumé. Des dizaines de notifications, des messages, d'une application de rencontre. J'ai eu envie de le réveiller à coups de claque, mais j'ai gardé mon calme. Et j'ai eu une meilleure idée. J'ai créé un faux profil avec les photos d'une amie qu'il ne connaissait pas et elle m'avait donné son accord. Exactement son genre, yeux bleus, visage de rêve. Évidemment, on a matché très vite. On a commencé à discuter, flirt, sous-entendu, messages sexuels. Il m'a dit qu'il était célibataire et qu'il vivait avec un ami. Alors je lui ai proposé de se voir. Dans un hôtel, il a accepté, il m'a même dit qu'il paierait, ce qui m'a fait rire. Parce que, bien sûr, c'était moi qui payais tout dans la réalité. Depuis qu'il avait perdu son boulot, j'assumais tout, loyer, nourriture, factures, prêts étudiants. Il m'avait pompé mes économies avec ses manipulations et ses belles paroles. On est une famille, on s'aide dans les moments durs. Le comble? Il m'a demandé 50 $ pour acheter un cadeau à sa mère. J'ai dit oui, juste pour voir jusqu'où il allait oser aller. Ce week-end-là, il m'a dit qu'il allait chez sa mère, qu'il passerait probablement la nuit là-bas. Je l'ai embrassé, lui ai souhaité un bon séjour, puis j'ai fait ses valises et les ai déposées devant la porte. Dans ma ville, les affaires laissées dehors ne restent pas longtemps. J'ai changé la serrure. Sur l'application de rencontre, il m'attendait dans la chambre d'hôtel. Je lui ai dit que j'étais en retard parce que je voulais être parfaite. J'ai même envoyé quelques photos sexy de mon ami qui m'aidait à fond. Il m'a envoyé une vidéo de lui en train de se masturber, persuadé que le rendez-vous allait se concrétiser. À 1h du matin, je lui ai envoyé une photo de ses affaires en train d'être fouillées par un sans-abri. Je lui ai souhaité une bonne nuit à l'hôtel. Quand il m'a appelé, j'ai bloqué son numéro et je suis allé me coucher. Le lundi soir, en rentrant du travail, je l'ai trouvé devant ma porte, en pleurs, suppliant, me disant qu'il était sans abri. Et quand j'ai refusé de le faire entrer, il a pété les plombs, a tenté de forcer ma porte. J'ai appelé la police, j'ai porté plainte. Il avait menacé ma vie et celle de mes animaux. Aujourd'hui, il a déménagé à quelques heures de route, là où vit sa seule famille, et il a enfin trouvé un travail. Espérons qu'il ait appris quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai repris ma liberté. Il m'a trompé alors que j'étais enceinte de 6 mois, et il pensait que j'allais me taire. Mon ex-fiancé, 26 ans, m'a trompé pendant que j'étais enceinte de 6 mois. Moi, 27 ans, je travaillais comme manager dans un restaurant et j'avais pris 1 semaine de congé pour aller voir ma famille en Europe, là où j'ai grandi, avant qu'il ne soit trop tard pour prendre l'avion. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé un gommage pour le visage dans notre douche. Un produit que je n'avais jamais acheté. Panique, je demande des explications, il ment. Il nie tout en bloc, comme si j'étais une idiote. Il me sort. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, c'est peut-être à toi. J'étais furieuse. J'ai pleuré toute la journée au travail. Le soir, je lui reparle du sujet. Il s'énerve, me crie dessus, me reproche de ne pas lui faire confiance, alors que j'étais enceinte jusqu'au cou, et il osait me faire passer pour la méchante.
C'était à peine croyable. J'ai fini par essayer de passer à autre chose. Je savais qu'il m'avait trompé, mais il ne voulait pas l'admettre. À quoi bon insister? J'ai décidé de me concentrer sur ma grossesse. 1 mois après l'accouchement, j'ai eu un accident de voiture. Je n'étais pas en tort et heureusement, pas de blessure, mais la voiture a été déclarée irréparable. Génial! Maintenant je devais prendre une grande décision, investir des milliers dans une nouvelle voiture ou tout vendre et retourner vivre en Europe avec mon fils. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait d'acheter une voiture me donnait le sentiment d'être lié aux États-Unis. Comme si ce geste signifiait que je choisissais de rester, de continuer cette vie. 1 semaine plus tard, il rentre du travail. Je l'attends, je le fais asseoir, et je lui dis calmement « Je ne vais pas mettre des milliers dans une voiture si tu ne peux pas admettre que tu as couché sans protection avec une fille. Dans notre maison, je préfère vendre toutes mes affaires et partir. » Là, il a blêmi. Il pensait que j'avais oublié, que c'était derrière nous, mais non. Et il a avoué, il a tout admis. Pour info, pendant ma grossesse, j'avais un col fragile. J'ai eu de fortes hémorragies. Après certains rapports, j'ai dû aller aux urgences 2 fois. J'étais constamment nauséeuse. Donc non, je n'avais pas une libido de feu, mais je faisais de mon mieux. C'était mon premier bébé. Je n'allais pas risquer un accouchement prématuré juste pour satisfaire monsieur. Franchement, il pouvait se masturber comme un grand. Pas besoin de baiser une autre dans notre lit. 3 mois plus tard, j'ai pris l'avion avec mon fils et je suis rentré en Europe. Aujourd'hui, je suis une maman célibataire, heureuse et épanouie. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis fier de moi. J'ai quitté un homme qui m'a trahi au moment où j'avais le plus besoin de lui. Il restera le père de mon enfant et je ne m'interposerai jamais entre eux, mais il a perdu tout mon respect. Il m'a donné le plus beau cadeau du monde, mais il a tout gâché. Je voulais lui annoncer que j'allais mourir, mais j'ai découvert qu'elle me trahissait. Compte jetable pour des raisons évidentes. TW. Maladie en phase terminale, infidélité. Je pense que si j'écris ici, c'est parce que ma situation et ce que j'ai décidé de faire ne me permettent pas d'en parler à mon entourage. Et pourtant, j'ai besoin de sortir tout ça, de le hurler quelque part. Alors voilà. Le 1er décembre, j'ai reçu le verdict que je redoutais. Après une série de tests, le diagnostic a été confirmé. J'ai un cancer du pancréas en stade 4. En d'autres termes, ce sera très probablement mon dernier Noël. Et tu sais quoi? Je suis en paix avec ça. J'ai eu une vie bien remplie. Mes proches seront pris en charge. J'ai réglé tout ce qu'il fallait. Je suis quelqu'un de discret par nature, donc ma femme, appelons-la Jane, ne savait rien de mes examens médicaux. Je ne voulais pas l'alarmer tant que je n'avais pas de certitude. Ce jour-là, j'ai décidé de rentrer plus tôt à la maison. Je voulais lui annoncer la nouvelle en face. C'est le genre de choses qu'on ne dit pas par texto ou par téléphone, mais cet après-midi-là, ma vie a basculé 2 fois. En arrivant chez nous, j'ai remarqué une voiture garée dans l'allée, celle d'un de mes associés. Impossible de la confondre, tape à l'œil, hors de prix, avec une plaque personnalisée. C'était déjà étrange en soi. J'ai voulu vérifier les caméras de surveillance de la maison sur mon téléphone et j'ai vu qu'elles étaient en mode confidentialité. Aucun enregistrement en cours. Très inhabituel. Je n'ai rien dit, j'ai juste repris ma voiture et je suis allé dans ma propriété à la campagne. Faut savoir que ces caméras, je ne les consulte que pour la sécurité ou parfois juste pour voir des animaux sauvages rôder dehors ou observer les orages.
Il y a des années, j'ai installé un système de sauvegarde secondaire, un serveur local qui enregistre tout, accessible uniquement depuis mon ordinateur. Arrivé à la ferme, j'allume l'ordinateur, j'ouvre les vidéos, et la confirmation de ce que mon instinct redoutait. Je les vois tous les deux dans le salon, en train de boire du vin, de se blottir l'un contre l'autre, de danser, puis ils montent ensemble dans notre suite parentale. Les portes sont restées ouvertes et le micro a capté ce qui s'est passé ensuite hors champ. J'ai encore du temps devant moi, mais pas l'énergie pour un scandale. Je veux comprendre, pas me battre. J'ai perdu tout l'amour que j'avais pour elle cet après-midi-là. J'ai ressenti toutes les émotions imaginables, mais je sais que je n'y suis pour rien. J'ai toujours été loyal, romantique, à l'écoute. Je ne mérite pas ça. Désormais, je pense à moi, à ce qui est important. J'ai appelé mon avocat, on a revu mon testament et notre contrat de mariage. Je lui ai tout raconté. On a commencé à creuser pour comprendre depuis quand et jusqu'où cette liaison allait. Ce qu'on a découvert est troublant. Soit je n'ai jamais réellement connu la femme avec qui j'ai passé plus de 20 ans, soit quelque chose en elle a profondément changé. Je ne dirai rien à mes enfants, nous n'en avons pas ensemble, c'est une histoire un peu particulière, ni à Jane. Je vais jouer le rôle du mari aimant, le temps des fêtes. Je veux offrir aux enfants et petits-enfants un dernier Noël heureux avec moi. Je vais être le père et le grand-père parfait et faire semblant d'être le mari parfait aussi. Pour répondre à certaines questions évidentes, l'amant est veuf, non remarié. C'est un associé, pas un ami. Je ne mélange jamais affaires et amitié. Je n'ai jamais épousé la mère de mes jumeaux, c'était son choix et je l'ai respecté. Elle a épousé un homme formidable quand les enfants avaient 7 ans. On a bien coéduqué ensemble. Je suis devenu le père que je voulais être quand ils avaient 3 ans. Aujourd'hui, j'ai juste besoin d'un exutoire, d'un endroit pour crier ma colère et poser mes pensées. Et quoi de mieux que l'anonymat d'Internet pour ça? Je suis en paix avec la fin qui m'attend, mais pas avec la trahison que j'ai découverte. J'ai surpris ma femme en train de se faire prendre dans notre lit par son coach de gym et je l'ai mis dehors, nu. Voici toute l'histoire. Je m'appelle Marc, j'ai 44 ans et ce que je vais vous raconter est encore tout frais. Ma femme, enfin, ma future ex-femme s'appelle Jeanne. Elle a 39 ans. On était mariés depuis 11 ans, sans enfants. Pendant longtemps, on était ce couple un peu rondouillet, amateur de bonne bouffe et de canapé. Jusqu'au jour où j'ai fait une prise de sang qui a tout changé. Le verdict, je risquais de développer du diabète, de la goutte et de l'hypertension. J'ai eu peur, très peur. On a décidé de reprendre notre vie en main. Régime sain, sport, on s'est inscrit à la salle. J'ai fondu de 117 à 85 kg. Jeanne est passée de 83 à 65 kg. On se sentait revivre. Et puis, il y avait ce coach à la salle. Un certain Baldi. Musclé, bronzé, toujours torse nu, toujours en train de mater les fesses des femmes. Jeanne ne faisait pas exception. Elle recevait de plus en plus d'attention des hommes. Elle adorait ça. Moi, j'étais fier, jusqu'à ce que je la surprenne un jour à le regarder et se mordre les lèvres alors qu'il s'exhibait juste devant nous. Quand je lui ai fait la remarque, elle a fait mine de rien. Mais à partir de là, j'ai commencé à les observer de plus près. Il parlait souvent, trop souvent. Un jour, je l'ai vu faire des squats et lui venir l'attraper par la taille pour l'aider. Je suis intervenu sèchement, je m'en occupe. Il a juste souri ce connard.
À la maison, grosse dispute. Elle m'a traité de jaloux parano, que jamais elle ne me tromperait, qu'elle ne voulait juste pas être impolie, mais elle était froide avec moi, distante. On a changé de salle, mais son ressentiment grandissait. Puis j'ai eu une opportunité de boulot en horaire décalé. On n'allait plus à la salle ensemble. Et là, tout a empiré. Elle répondait à peine à mes messages, ne voulait plus faire l'amour, me disait qu'elle traversait une crise de la quarantaine. Je m'inquiétais. J'ai cherché des preuves, fouillé son téléphone, sa voiture, rien. Mais quelque chose n'allait pas. Intuition. Un jour, le gardien de notre immeuble, Mr. P, me parle d'un masseur venu voir Jeanne. Je lui demande une vidéo. Et devinez qui? Baldi? Encore lui? Ce jour-là, j'ai pris un jour de congé et j'ai suivi Jeanne. Elle a garé sa voiture au centre commercial où la salle se trouve. Il l'attendait. Rire, baiser, câlin. Je les ai suivis jusqu'à un quartier résidentiel, mais je n'ai pas pu entrer. Quand je l'ai appelée, elle ne répondait pas. Son téléphone était dans sa voiture. J'ai appelé mon père, il m'a écouté pleurer et m'a dit « Rassemble des preuves ». J'ai installé un accès discret à son téléphone sur mon ordinateur et là je suis tombé sur leurs messages, déguisés sous le nom d'une collègue, des mots codés, des sous-entendus, et ce message qui m'a achevé « Le boss est au bureau, il n'a rien vu ». Le boss, c'était moi. Alors j'ai monté un plan. Je lui ai dit que j'étais malade, que je devais aller chez mes parents. Elle était ravie, trop ravie. J'ai quitté la maison, mon père et mon frère sont restés dans le coin. Mais rien, et là j'ai compris, Baldi était déjà là. Je suis revenu en douce. J'ai entendu la musique, les gémissements. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur record et j'ai ouvert la porte. Jeanne nue à quatre pattes. Lui en train de la prendre. Ils m'ont vu. Elle a hurlé, s'est recouverte. Lui s'est approché, nu, genre mâle dominant. « Va te balader, mec », qu'il me dit. Je lui ai frappé la gorge avec ma main ouverte, il s'est écroulé. Dehors de chez moi, que je lui ai hurlé. Je l'ai viré, jeté ses fringues dehors. Mon père, mon frère et même Monsieur P l'ont vu sortir à poil. Jeanne? Elle tremblait. J'ai été calme, j'ai dit « Je ne t'ai jamais frappé et je ne le ferai jamais. Habille-toi, on doit parler. » J'ai tout enregistré. Elle n'a rien dit. Je lui ai demandé si elle l'aimait. Elle a secoué la tête. J'ai explosé. « Dis quelque chose, bordel !» Elle s'est recroquevillée, terrorisée. J'ai repris mon calme. « Mon avocat va te contacter. Trouve-toi un avocat et va chez ta sœur. Dis-lui la vérité. Sinon, je lui montre la vidéo. » Elle a fait sa valise, lentement, comme elle fait toujours les choses, avec grâce. Et moi, je suis allé dans la chambre d'amis pour pleurer comme un gosse. Elle est partie. Elle a fait le lit, ramassé ses vêtements. Elle a claqué la porte. Depuis, j'ai bloqué ses messages. Elle n'a pas osé dire la vérité à sa sœur. Elle pense qu'on est juste en froid, tant mieux. Je veux que ce soit elle qui affronte la honte. Elle voulait jouer? Elle va perdre. La semaine prochaine, elle recevra les papiers du divorce. Je l'ai laissé, et depuis 35 ans, je le regrette chaque jour. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça, peut-être parce que personne ne veut entendre ce genre d'histoire. Ou peut-être parce qu'après tout ce temps, j'ai besoin de l'écrire, de sortir ce que je porte depuis trop longtemps. J'ai 60 ans, j'ai épousé ma copine de lycée à 18 ans. Elle était brillante, drôle, généreuse. Elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Moi, j'étais l'opposé, discret, réservé, introverti, mais on se complétait. À 25 ans, on avait déjà 2 enfants, et à cette époque, j'étais heureux. Puis elle a eu une opportunité professionnelle.
Elle a décroché un nouveau poste, puis une promotion, puis une autre. Elle rentrait tard, elle s'épanouissait, et moi, au lieu d'être fier d'elle, j'ai commencé à accumuler de la rancœur. Je ne savais pas cuisiner, donc je me retrouvais à attendre le dîner qui n'arrivait pas. Le linge s'entassait. Les trajets pour l'école étaient puis devenus ma routine. Et chaque soir, quand elle rentrait, je faisais semblant d'aller bien. Je souriais, je parlais des enfants, mais au fond, je bouillonnais. Et le pire, c'est que je ne lui ai jamais parlé. Je sais qu'elle aurait écouté. Mais je me suis tu. Un jour, lors d'un événement professionnel, j'ai rencontré une autre femme. On a commencé à se parler au téléphone. C'était innocent au début, mais ça a vite dérapé, et je n'ai rien fait pour arrêter ça. Je me souviens encore de la carte d'anniversaire que j'ai offerte à ma femme 2 semaines avant de la quitter. J'y avais écrit combien je l'aimais, combien elle était une femme incroyable. Puis je suis parti. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hurlé. Elle est restée là, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, pendant que je prenais mes affaires. Les enfants étaient dans la pièce d'à côté. Ils n'ont rien compris. Et c'est là que j'ai brisé la meilleure personne que j'avais dans ma vie. Elle a perdu son emploi peu après parce qu'elle n'arrivait pas à jongler avec le travail, les enfants, les trajets. Alors j'ai dû augmenter la pension alimentaire et je lui en ai voulu. Quelle ironie! J'avais détruit son monde et je l'en voulais parce qu'elle avait besoin de plus d'aide pour s'en sortir. Je voyais mes enfants un samedi sur 2. Et avec la femme pour qui j'étais parti, ça n'a rien donné. Elle n'a jamais voulu de moi pour de vrai et encore moins quand elle a découvert que j'étais quasiment ruiné à cause de la pension que je versais. Mon ex-femme, elle, a continué à avancer. Elle n'a jamais laissé paraître à quel point elle souffrait, mais parfois, quand je devais passer la nuit chez elle à cause des enfants, je l'entendais pleurer, seule, dans sa chambre. J'ai passé des années à la détester, à l'accuser de m'avoir volé mon argent. Mais je savais que c'était moi le fautif. Je l'aimais encore, mais j'étais trop fier pour l'admettre. Elle m'a même demandé plusieurs fois si j'avais trouvé un avocat pour le divorce. Je disais toujours « Je ne suis pas prêt ». Finalement, c'est elle qui a déposé la demande. Elle m'a dit que c'était trop douloureux d'attendre et quand elle a rencontré Marc, tout a changé. Marc était tout ce que je n'étais pas, stable, mûr, gentil. Il l'aimait comme j'aurais dû l'aimer. Et elle l'aimait. Je voyais mes enfants s'attacher à lui, et je détestais ça. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il était bon. 2 semaines avant leur mariage, j'ai craqué. Je lui ai dit « Je t'aime ». Elle m'a regardé avec cette douceur triste dans les yeux et m'a répondu « Alors tu aurais dû te battre pour moi. J'aurais pu t'aimer toute ma vie. » Le jour de son mariage, je suis resté garé devant l'église, j'ai failli sortir de la voiture, j'ai failli interrompre la cérémonie, mais je ne l'ai pas fait. C'était il y a 30 ans. Et écrire ces mots aujourd'hui me fait tout autant mal qu'à l'époque. J'ai eu d'autres relations jamais sérieuses. Je pense que je ne me suis jamais pardonné. Aujourd'hui, ça aurait dû être notre 42e anniversaire de mariage. Mais à la place, je suis seul avec mes regrets. Je crois qu'on ne survit jamais totalement à une infidélité. On apprend juste à vivre avec